Ou alors des personnages importants d'une autre réalité viennent hacker cette autre réalité. On peut donc imaginer que dans le prochain set in-universe après Strixhaven, on aura une Liliana blanche, un Jace noir ou rouge, une Nissa rouge, une Chandra bleue, etc. Et je sais pas si Wizard va trouver un moyen de mettre en avant les 5 autres bicolorités, même si en termes de lore, je vois pas trop comment ils peuvent amener ça. Enfin, il y aurait eu un twist où on aurait eu accès à 5 nouvelles maisons qui représentent les 5 autres bicolorités. Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre tes cartes. Bon, j'avais raison au final. Alors c'est vrai que le call était un petit peu facile, sachant que en plus Wizards l'année dernière avait envoyé une enquête avec un leak plus ou moins d'une Liliana blanche plus le nom X-Haven qui tout simplement avait été lâché comme ça dans le questionnaire. Mais ma prédiction a quand même été assez précise, donc je suis plutôt content de moi sur ce coup-là. Évidemment, j'ai très hâte de voir ce que va donner X-Haven, mais on y revient un peu plus tard, on va faire les choses dans l'ordre. Hier soir, au moment où je tourne, on a eu droit au premier panel de la MagicCon, dans lequel on nous a fait plein d'annonces sur les sets à venir, donc les sets de 2026, avec plein de news et quelques reveals qui, personnellement, m'ont donné l'eau à la bouche. Je pense que j'ai été enthousiaste pendant tout le panel. Je sautais littéralement de joie à chaque apparition d'un nouveau visuel et de nouvelles cartes. Donc franchement, je suis assez content de ce qu'on a vu et on va revenir dessus dans l'ordre. Et d'ailleurs, on le verra, même pour Marvel, je suis un petit peu plus enthousiaste par rapport à ce qu'on a eu avec Spider-Man. J'ai le sentiment d'un set plus riche, avec des visuels qui pour le coup me parlent un peu plus et qui font peut-être un peu plus Magic l'Assemblée que juste on colle des images de Marvel sur des cartes Magic. Alors après, reste à savoir si ce qu'ils nous ont montré jusqu'à présent reste le meilleur de ce qui nous attend en 2026 et qu'en fait tous les reveals qu'on aura par la suite seront un peu nazes. Bon, en vrai je pense pas, mais en tout cas tout ce qu'on a vu hier soir m'a énormément plu et on va revoir ça ensemble. On va commencer avec le Hobbit et très franchement je trouve que toutes les illustrations défoncent. Mention spéciale aux terrains basiques full art qui ont été dessinés par W. Fleming Illustration. Rappelez-vous, c'est eux entre autres qui avaient dessiné les jolies landes de les rues de la Nouvelle Capenna, qui étaient assez originaux pour des terrains basiques Magic et qui moi m'avaient beaucoup plu. On les avait revus par-ci par-là ces dernières années et notamment avec Edge of Eternities, qui était un set justement plus moderne, plus futuriste. Et là ils reviennent pour un truc de fantasy pur, donc le Hobbit. Je vous fais défiler les terrains, ils sont juste incroyables. Vraiment, ils ont une patte fantastique, ça me donne presque envie de monter un deck EDH 100% basé sur le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux. Plus là, franchement, on a de quoi faire. Un deck 5 couleurs, hein, bien évidemment, pour pouvoir jouer tous ces magnifiques lands. Et on aura le retour de ce qu'ils appellent les Seasonal Lands, je crois. C'est un truc qu'on a vu avec Bloomburrow, justement, où chaque basique est représenté pour chacune des saisons de l'année. Donc là, pour la plaine, on a une petite hutte de Hobbit, et j'ai bien hâte de voir le reste. Pour continuer avec les différents traitements, on aura ce que je pense être le showcase classique, donc le Dragon Horde Frame. On est encore dans une frame très conte de fées, très enfantine, comme on a eu avec Bloomburrow, comme on a eu avec Lorwyn, comme on a eu aussi avec Strixhaven et Avatar. Alors c'est très joli, c'est très pipou, ça colle à l'univers de Magic, même si on perd un petit peu le côté horrifique que moi j'aime bien dans Magic. Ce serait bien, un de ces quatre, qu'on revienne à des trucs un peu plus adultes, un peu plus énervés, sans tomber forcément dans des trucs edgy débiles, hein. De toute façon, Wizards of the Coast ne fonctionne pas comme ça, mais même si c'est très joli, et que franchement ça donne envie de posséder et de jouer les cartes, j'aimerais bien que dans les extensions prévues pour 2027, on ait des choses un peu moins enfantines, et des choses un peu plus sérieuses, un peu plus dark, quoi. Mettez-nous un peu de vrai dark fantasy, comme vous saviez faire à l'époque, ou inspirez-vous des The Witcher, des Elden Ring et compagnie. Parce que même si c'est super joli, au bout d'un moment, on va se lasser, et moi je commence doucement à me lasser, même si là ils m'ont eu, hein, bien évidemment. De toute façon, je vous fais défiler toutes les cartes au moment où je parle, et on se rend bien compte que c'est du très joli travail. On a également les book cover cards. Alors pour l'instant on a que 2 cartes qui ont été révélées, on a l'Arkenstone et on a Thorin, qui sont évidemment magnifiques. Alors attention, le nom porte un peu à confusion, c'est pas des vieilles illustrations de vieux bouquins de Tolkien qui ont été réutilisés pour faire ce traitement. Au pinceau, on retrouve des habituels du roster des artistes Magic,
et ils ont appliqué par-dessus un petit traitement, un petit filtre style vieux bouquin. Ça fonctionne, c'est très joli, j'ai évidemment envie de les avoir en main en foil pour voir ce que ça donne. C'est pas forcément le traitement que je préfère, mais c'est très joli. Ce que j'aurais quand même préféré, et peut-être que ce sera le cas pour d'autres traitements qu'on n'a pas vus, c'est qu'ils aillent récupérer justement des vieilles illustrations comme ils avaient fait avec les frères Hildebrandt, en fait, à l'époque du premier set Seigneur des Anneaux. Ça rendait absolument incroyable. Je pense que c'est parmi mes cartes Magic préférées sorties récemment, on va dire. En tout cas en termes d'illustration et de gueule que ça, hein, parce que vraiment c'était super joli. Et parmi tous les traitements de fous furieux qu'on a vu passer, il y en a un qui a fait tilter un peu plus que tout le monde, et effectivement qui est super joli, où il n'y a même pas le texte d'ailleurs sur la carte pour laisser place totale à l'illustration, c'est le Headliner Gleaming Foil. Alors effectivement, au bout d'un moment, on a tellement de foils différents qui savent plus quoi inventer comme nom pour nous vendre tous ces nouveaux traitements. Bon ça a fonctionné, directement sur moi ça a fonctionné, j'ai envie de récupérer la carte. Pour l'instant il n'y a que Smog qui a été révélé dans ce traitement là, j'ose espérer qu'il y en aura d'autres, mais que ce sera des cartes effectivement extrêmement compliquées à récupérer, et qui à la revente vaudront un bras, donc bon. On aura également quelques reprints du premier set Seigneur des Anneaux, sous forme de box topper visiblement, donc normalement c'est des petits boosters avec une carte à l'intérieur que vous pourrez obtenir en achetant une display. On va retrouver le Sauron Grixis, on va retrouver Tom Bombadil avec à l'illustration Omar Ryan, et là ça fait super plaisir, déjà que l'illustration de base de Tom Bombadil était magnifique, là celle-là elle est subjugante, je trouve ça magnifique. Et on a bien évidemment le reprint du One Ring. D'ailleurs c'est très étrange, parce que personnellement si on m'avait teasé un One Ring dessiné par Dan Frazier, qui est quand même le roi dans Magic des bijoux, des mox, des cailloux, enfin voilà, de tous ces petits artefacts qui vous offrent du mana, je pense que j'aurais sauté de mon siège, et en fait j'en aurais attendu beaucoup, et j'aurais été un petit peu déçu parce que je pense que c'est la pire illustration du One Ring qu'on ait eu. Qu'en plus, si on regarde attentivement, on voit que l'anneau a été détouré, que c'est pas lui qui l'a dessiné. Ils ont enlevé les écritures elfiques dessus, et c'est littéralement l'anneau qu'on avait sur l'illustration du One Ring qu'on avait dans le gift bundle, enfin dans je sais plus quel bundle qui vendait. Donc il a littéralement, je vous mets les images, copié-collé l'anneau, une des anciennes illustrations de l'anneau, et derrière, il a appliqué ces textures classiques là de peinture un petit peu qui se diffusent dans de l'eau ou de l'huile. Enfin voilà, encore une fois, j'ai jamais trop compris comment il faisait ça. Et puis la carte a pas de gueule, je suis désolé. Moi je pense que j'ouvre ça, je le revends direct en fait. Je sais pas si c'est à long terme la carte prendra en valeur ou quoi. Et puis surtout venant de la part de Dan Frazier, moi qui est un de mes illustrateurs préféré, qui est là depuis le début de Magic, qui a pondu quand même des gigantesques classiques, qui a eu un Secret Lair à son nom, etc. Bon. Hop, petite coupure rapidos, il y a eu du changement par rapport à cette histoire de Dan Frazier qui aurait plagié ou copié-collé l'ancienne version du One Ring. D'après l'agent de Dan Frazier, c'est Wizards qui aurait fait ça. Voilà, à la base, Dan Frazier avait fait une illustration originale, comme on aurait pu s'y attendre d'ailleurs, il n'y avait aucune raison qu'il fasse ça. Donc je sais pas au sein des équipes de Wizards quels sont les éléments qui permettent qu'on arrive à ce genre de dinguerie. C'est vraiment une catastrophe, je sais pas si c'est des histoires d'ayant droit, je sais pas où ça a foiré en fait, donc j'espère qu'on aura la version des faits de Wizards, parce qu'en plus derrière c'est Dan Frazier qui se retrouve accusé de plagiat, alors que visiblement c'est Wizards qui a décidé que ça allait ressembler à ça. Voilà. Alors non seulement en plus de mettre dans la sauce un illustrateur iconique du jeu, le mec a toujours été là pour Wizards, et maintenant il se retrouve dans la sauce à cause d'eux, et eux ne font rien. Voilà, pas de communiqué, rien. Alors peut-être que le temps que je monte la vidéo et que je la sorte, ça aura changé, mais c'est là où on en est pour le moment. Je trouve ça aberrant que Wizards fasse un truc pareil, c'est la honte. Et on aura un Arcane Signet également, écrit en runes. Bon, ça va que c'est un Arcane Signet, donc tout le monde connaît normalement cette carte. Mais c'est vrai que les cartes dans des langues imaginaires, voire dans des cartes qui ne sont ni en français ni en anglais, c'est toujours un petit peu relou à lire. Ayez au moins au dos de vos cartes comme ça avec des langues que la plupart des gens ne peuvent pas lire dans le pays dans lequel vous jouez à Magic.
essayez d'avoir un petit proxy au dos de la carte, avec le texte au moins en anglais ou en français, pour que... C'est une question d'accessibilité, hein, parce qu'en fait c'est un petit peu relou de toutes les 5 minutes devoir aller checker sur internet le texte de la carte, quoi. Voilà, petit tips que moi j'essaie d'utiliser avec mes cartes en japonais par exemple. Bon, globalement, jusqu'à présent, les cartes sont magnifiques. Vraiment, j'avais un peu peur, voilà, comme on peut avoir des fois des DA, moi, notamment avec Strixhaven, hein, que je trouvais sympathique dans l'ensemble, mais la direction artistique globale me décevait un peu, ce côté trop enfantin, on veut, voilà, cette espèce de jeunisme un peu forcé que je trouve quand même un petit peu cringe. Là, franchement, j'ai pas grand chose à dire. Encore une fois, je vous fais défiler les cartes, c'est splendide. On peut tout de même s'arrêter quelques minutes sur l'une des stars du set, Smaug the Magnificent. Pour 4 mana, dont 2 rouges, c'est une K3 vol célérité, et à chaque fois qu'il attaque, il va mettre un nombre de damage à n'importe quelle cible égal au nombre de trésors que vous contrôlez, et au début de notre tour, on crée un trésor. Bon bah c'est extrêmement fort, en plus en rouge, il y a moyen de faire plein de trésors, c'est quand même la manière la plus efficace de s'accélérer en rouge. J'ai envie de monter Smaug avec dedans le Generous Plunderer, la casseuse de figures professionnelle, et voilà, toutes ces cartes qu'on adore et qui nous servent à ramper en rouge. Il y a vraiment moyen de faire un truc méchant, un truc sale. Il est hyper flavor en plus, parce que Smaug, effectivement, il protège un gigantesque trésor, donc ça match à la perfection. Il peut aisément arriver dès le tour 3. Encore une fois, il y a plein de possibilités de faire plein de trésors rapidement en mono rouge. Il va pouvoir mettre des dégâts face, il va pouvoir gérer des créatures, des planeswalkers. Je pense que c'est un dragon qui va faire assez peur, et même dans les 99 cartes, dans un deck qui a accès au rouge, ou qui joue dragon, ou peu importe, en tant que tel, il est méga fort. Hein. Et bien sûr, disponible dans 1 million de versions différentes, et il est magnifique à chaque fois, quoi. Donc c'est cool, ils sont pas plantés sur Smaug. On va pas faire toutes les cartes, hein, je vais en lire quelques-unes, je vais lire un petit peu les headliners justement. Une autre version de l'anneau, My Precious. Alors c'était sûr qu'ils allaient nous faire une autre version de l'anneau avec un autre nom, qui me paraît quand même immédiatement beaucoup moins fort que le One Ring originel. C'est un artefact équipement qui est légendaire pour 3 mana. La créature équipée a la défense talismanique et est imbloquable. Et on peut l'équiper pour 2 et payer 2 points de vie. Donc ça va pouvoir protéger un petit peu une de nos bêtes, qui malheureusement là n'échappera pas au Vras, et lui permettre de connecter quoi qu'il arrive. Donc ça c'est cool, il y a plein de choses à faire avec. Et il a aussi une side aventure, donc vous pouvez lancer du côté aventure avant de jouer la partie artefact, même si vous pouvez jouer directement la partie artefact. Hein. Donc c'est le retour, encore une fois, des aventures. C'est une mécanique qui revient finalement assez régulièrement hein, depuis Eldraine, et moi c'est une mécanique que je trouve sympathique. Voilà, ça permet d'avoir 2 effets sur une même carte, même si évidemment c'est toujours des effets qui coûtent un tout petit peu trop cher par rapport à ce qu'ils font. C'est un moyen aussi un petit peu de lisser la RNG. Ce serait bien d'ailleurs aussi qu'ils refassent des NDFC, parce que ça aide quand même pas mal à lisser la RNG du jeu, qui peut être très injuste parfois, comme vous le savez tous. Bref, son côté aventure, c'est Allure of Power, ça coûte 2 mana, dont 1 noir, et en tant que coût supplémentaire pour jouer ce sort, il faut sacrifier une créature, et on va piocher 2 cartes. Bon, ça c'est un truc de pioche classique en noir qu'on a depuis un moment. On lance le sort, on sacrifie un petit machin et on pioche des cartes. Voilà, ça marche super bien. Là tout de suite personnellement j'ai pas de maison dans lequel le rentrer, mais je pense que plein de gens se feront un plaisir d'utiliser ce nouveau One Ring, hein. Le précieux. Et que serait un set Le Hobbit sans l'artefact probablement le plus connu après l'anneau lui-même, l'Arkenstone. Donc pareil, un côté aventure, un côté artefact légendaire. Donc pour 5 mana, c'est un artefact légendaire. Les créatures que l'on contrôle ont gagné +1/+1, et à la fin du tour, on pioche une carte. Voilà, c'est une bannière qui coûte un peu cher, mais qui permet de piocher à la fin de chaque tour, donc ça c'est quand même pas dégueu. Et le côté aventure, pour 3, dont un blanc, c'est un sorcerie. On va chercher dans notre bibliothèque une carte de créature légendaire, on la révèle et on la met dans notre main. Donc d'un côté, on a un tutor en blanc, ce qui est pas mal, qui va aller nous chercher une créature légendaire, et de l'autre côté on a cet effet de bannière qui va nous faire piocher à la fin de chaque tour. C'est plutôt balèze. Alors il y a quelques tutos en blanc hein, qui existent et qui permettent justement d'aller chercher des légendaires dans notre deck. Il y a une saga là dont le nom m'échappe, mais que je vous affiche qui permet de le faire. Mais les effets tutor de créatures en blanc, ça court pas les rues. Donc je pense globalement que Arkenstone c'est pas dégueu. Et même si pour 5 le +1/+1 c'est un peu léger, on a des artefacts qui pour moins de mana boostent un peu mieux notre board.
le fait que ça se remplace immédiatement à la fin du tour, voilà, et qu'à la fin de chaque tour, ça va nous faire piocher une carte, tout de suite, la carte me paraît quand même beaucoup plus forte. Tour 3, on va chercher un gros balèze qu'on peut jouer de tour 4. Tour 4, on joue le gros balèze. Et tour 5, on joue l'Arkenstone. Voilà, ça, c'est des plays qui sont bien curvés. Taurine, le roi de la montagne, est assez marrant aussi. Pour 4 mana, dont un rouge, c'est une 3-4 trample. Et au moment où il arrive, on peut attacher n'importe quel nombre d'équipements que l'on contrôle sur une créature que l'on contrôle. Et si un ou plusieurs équipements ont été attachés de cette façon, la créature va mettre un nombre de dégâts égal à sa force à une créature. Allez, je crois qu'il y a marqué aussi au moment où cette capacité se résout, dites Splorch. Alors c'est marrant parce que c'est un anti-bet assez original, dans les decks équipements évidemment, hein. Et puis derrière, alors vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous pouvez lui équiper à lui-même les équipements. Ça peut tout de suite cogner très très fort, sachant qu'il a le trample. Donc les anti-bets sur pattes, c'est pas forcément le truc qu'on retrouve le plus à Magic, hein. Souvent c'est sous forme d'instant ou de sorcerie. Mais moi j'aime beaucoup les créatures en fait qui ont un effet d'anti-bet sur elles. Et là, ils ont réussi à le faire de manière assez originale. Alors c'est assez spécifique comme effet, hein, parce qu'il faut jouer des équipements. Mais pareil, je le trouve hyper drôle, quoi. Puis avec une illustration avec pas mal de détails, une jolie lumière, non, franchement... superbe carte. Bon, on s'en fait quand même un petit dernier. La star, évidemment, de ce nouveau set, Bilbo lui-même, qui est uniquement mono-bleu. En tout cas, là, on a la version Unco et la version mythique. J'ose espérer qu'il y aura une version rare également. Et ils l'ont fait que mono-bleu. Ok, pourquoi pas, je trouve ça un petit peu étonnant. On a Bilbo, Luckwearer, pour 2 mana, dont un bleu, c'est une 1-1. Il ne peut pas être bloqué, et quand il met des combats de damage à un joueur, on va piocher discard. Donc ça, c'est pour la partie créature, c'est un effet qu'on connaît déjà un petit peu à Magic qui permet de faire du card quality, donc c'est plutôt pas mal. Il y a des decks aussi où on a besoin de remplir notre cimetière, donc vraiment ça fait le taf sans problème. Et on a un côté aventure, qui est un rituel, Burglar's Plot, pour 5 dont un bleu, on va échanger le contrôle de 2 permanents qui partagent un type. De plus en plus, j'adore jouer ce genre d'effet, moi. N'en déplaise aux poteaux de mon playgroup. Échanger un petit token 1-1 de merde contre un gros monstre, ça fait toujours plaisir. Bon, ça coûte 5, c'est un peu cher. Hein. Dans Magic, il y a moyen de faire ça pour un petit peu moins cher. Mais bon, voilà, vu que c'est une carte qui a plusieurs effets, un côté rituel, un côté créature, ça coûte toujours un chouïa plus cher. Voilà, de faire ces effets, parce qu'en fait, c'est des cartes modales, finalement. Hein. Et on a la version mythique, Bilbo Thief in the Night, pour 2, dont un bleu, c'est une 2-2. Les sorts que l'on joue, qu'on ne joue pas depuis notre main, coûtent 1 de moins à lancer, donc ça peut être les sorts depuis l'exil, ça peut être les sorts depuis le cimetière, par exemple, les sorts du dessus de la bibliothèque des joueurs adverses aussi. Et quand il attaque, on peut caster un artefact, un instant, un sorcery depuis notre cimetière. Bon bah voilà, une capacité en appelle souvent une autre. Hein. Et si on a lancé donc un instant ou un sorcery de cette façon, on l'exile à la place de le remettre dans le cimetière, et c'est bien normal, sinon ce sera un peu trop fort, ça pourrait faire des boucles quasi infinies horribles, donc en plus il réduit le coût des sorts qu'on va jouer depuis le cimetière, donc voilà, moi c'est pas le genre de gameplay qui m'attire plus que ça, peut-être qu'il sera intéressant dans certains de mes decks, dans les 99 cartes, j'y ai pas trop réfléchi. Il y a des versions Wizard Play Network, avec des illustres que je trouve super jolis, notamment là justement le Tom Bert and William, dans sa version Wizard Play Network 2026, je le trouve hyper beau. En fait, c'est des récompenses que vous aurez en tournoi boutique. Hein. Voilà, je sais pas dans quel cas exactement, mais c'est des récompenses de tournoi boutique pour attirer les joueurs. Bon, on a presque tout fait, mais je vais pas tout faire. Voilà, je vous laisse aller vous régaler vous-même sur Scryfall, par exemple, où il y a déjà tout en bonne qualité, donc vous pouvez aller scroller ça et vous faire plaisir. Et on a eu quelques infos évidemment sur Réalité Fracturée, donc le seul set in-universe qui nous reste à avoir en 2026. Alors à la fois plein de choses à dire et pas grand chose, parce que ça confirme toutes les théories qu'on a pu faire ces dernières semaines sur le set. Les leaks également étaient vrais, malgré le fait que certaines personnes, de fins analystes visiblement, avaient dit que c'était du fake. Et non, c'est littéralement les vraies cartes là qui ont été annoncées par Wizards hier, donc voilà. On retrouve Jace évidemment en tant que grand antagoniste, et il est pas content, voilà, il aime pas ce qui s'est passé après la guerre des Phyrexians, il aime pas ce qui s'est passé avec les Eldrazi, bref, c'est vrai que le multivers c'est un petit peu le bordel depuis toutes ces guerres là, et dans toute sa mégalomanie, et avec tout le pouvoir qu'il a accumulé au cours des années, il a lancé un méga sort qui a créé l'Ecoverse, donc c'est un espèce d'ersatz de multivers, un simili multivers dans lequel il y a une autre réalité qui se déroule avec certains des personnages du multivers qu'on connaît déjà, mais qui ont un
color swap. Donc voilà, de toute façon on était sûr que ça allait être ça, hein. En vrai, il y a plus trop de surprises au moment de l'annonce. Alors normalement le vrai multivers et l'écoverse seront connectés parce qu'on peut voir en fait que les doppelgangers vont affronter la entre guillemets vraie version des personnages. La communication autour du set se base beaucoup justement sur le côté antagoniste des personnages principaux, de la Gatewatch hein, d'ailleurs, parce qu'on revient vraiment sur la Gatewatch, donc le roster des personnages importants du lore de Magic qu'on avait pendant les années 2010, on va dire. Mais le seul personnage qui a vraiment été révélé dans son intégralité, c'est Chandra. Donc avec un reprint de Chandra Torch of Defiance, qui était la Chandra de Kaladesh, et la Chandra bleue, donc Chandra Chill of Compliance. Et quand ils avaient un petit peu teasé en disant qu'en fait, on ressentirait le lore et un vrai changement au sein même des boosters qu'on ouvrira, c'est que si on ouvre la Chandra rouge, on aura automatiquement la Chandra bleue, et normalement on aura... j'imagine un perso comme ça par booster, avec sa version originelle, qui sera sûrement un reprint, ou peut-être pas que un reprint, mais en tout cas là pour Chandra, là ce sera un reprint, et sa version alternative provenant de l'Ecoverse créé par Jace. Alors ils disent que c'est tout nouveau, qu'ils auraient pas pu faire ça avant, parce que même au niveau de l'imprimerie, c'était impossible de faire ce genre de choses, ce qui m'étonne un petit peu, parce qu'il y a quelques années maintenant, on avait eu quand même Battleband, où il y avait exactement ça. En fait, on avait ce système de partenaires liés à deux persos spécifiques, et à chaque fois, on avait ces deux persos spécifiques au sein d'un même booster. Par exemple, on avait ce duo de Planeswalker, là, Will et Rowan. Si on ouvrait Will, on avait automatiquement Rowan qui suivait dans le booster. C'était exactement la même chose pour Pyr et Toussi, etc., etc. Donc c'est pour ça que moi, je m'attendais vraiment à quelque chose de nouveau, de surprenant, limite avec, je sais pas moi, des cartes transparentes, des boosters divisés en deux parties, enfin je sais pas, je m'étais imaginé plein de choses, et on avait avancé d'ailleurs quelques théories dans ma vidéo justement sur réalité fracturée, et en fait ça on l'a déjà vu, c'est juste que là on aura une version du perso venant du multivers de Jace, et une version du perso provenant du vrai multivers. Mais en soi, ce truc on l'avait déjà vu dans les boosters Battleband, donc un petit peu déçu quand même à ce niveau-là, même si j'ai hâte de voir ce que ça va donner en limité, et que j'ai hâte d'ouvrir des boosters, évidemment, réalité fracturée. Ils avaient teasé quand même pas mal de surprises. Après bon, est-ce qu'on n'a pas un peu trop décortiqué tous les indices? Est-ce qu'on s'est pas fait monter la sauce nous-mêmes pour au final être un petit peu déçu au moment des reveals? Peut-être aussi. Mais bon, je sais que Mark Rosewater aime bien faire monter la sauce et nous faire croire à des dingueries, alors qu'au final, c'est littéralement quelque chose qu'on avait déjà vu il y a, je sais pas, il y a 6-7 ans peut-être. Alors s'il y a un truc que j'ai adoré, c'est qu'évidemment dans cet univers alternatif, Ancestral Recall est un sort qui n'a jamais existé. Par contre, il y a eu Ancestral Craving, qui est littéralement Ancestral Recall en noir. Alors peut-être que dans le multivers de Jace, c'est pas le bleu qui est la couleur la plus forte, mais le noir. Et en fait, Ancestral Craving, ça fait exactement la même chose, sauf que en plus de piocher vos 3 cartes, vous perdez 3 points de vie. Et du coup, dans cet écoverse, les mérites de l'idéation n'existent pas. En revanche, on a le Bloodline Recollector qui est capable de lancer Ancestral Craving. C'est une de 2 pour 2. Pour la préparer, il faut qu'il y ait au moins 3 créatures qui soient mortes dans le tour. Encore une fois, dans des mécaniques Aristo, c'est pas très compliqué. Je me demande quand même s'il est pas plus fort et plus jouable que son double alternatif, les mérites de l'idéation. À voir, mais là comme ça sur le papier, je trouve ça immédiatement beaucoup plus fort. Et d'ailleurs, évidemment, on aura cette version full art dessinée par Mark Poole, limitée à 500 exemplaires, comme c'était le cas encore une fois pour son antagoniste, les mérites de l'idéation. Donc ça, j'ai trouvé ça assez cool qui joue là-dessus. Et ça nous amène bien évidemment à Hexhaven, qui est la version alternative de Strixhaven, avec les autres 5 bicolorités. Donc ça, j'en avais parlé dans mes théories sur Strixhaven, dans mes théories sur réalité fracturée. Et finalement, on l'a bien eu, ils se sont bien démerdés pour faire un espèce de petit twist et nous amener à la version miroir de Strixhaven qui est Hexhaven, mais qui, comme je l'ai dit en intro, avait déjà été un petit peu teasé dans une vieille enquête de la part de Wizards, où juste le nom avait été placé là sans donner d'infos supplémentaires. Donc maintenant, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que dans réalité fracturée, on verra à peu près tous les endroits connus du multivers, mais dans la version de Jace Beleren? Du coup, on aura un petit peu de Strixhaven, on aura un petit peu de Dominaria, on aura un petit peu de Ixalan, etc., etc., quoi, tous les plans que les joueurs et joueuses aiment bien. Ou est-ce que tout le set réalité fracturée sera basé en fait sur cette version miroir de Strixhaven, donc la suite finalement de ce set là qu'on a eu qui vient de sortir, quoi. Ou est-ce que finalement cet Ecoverse créé par Jace aura beaucoup plus d'impact que ce à quoi on s'attend, et en fait tous les prochains sets seront en fait des réalités miroirs de ce qu'on a eu ces dernières années,
Donc littéralement, on aura le set X-Haven, on aura le set Dominaria dans la version de Jace, on aura le set New Capenna dans la version de Jace, etc., etc. Alors, je pense pas qu'ils vont s'aventurer jusque-là. On aura peut-être quelques sets où justement on pourra voir ce qui se passe dans les Coverse, mais je suis pas sûr qu'ils vont nous faire plusieurs années avec des versions alternatives et color swap de tout ce qu'on a eu dans Magic. Ça briserait peut-être un peu trop l'esprit du jeu, la color pie, etc. Enfin, c'est bien s'ils le font sur une extension, voire un peu plus, mais personnellement, j'ai pas trop envie de voir juste un simple remix de tout Magic sur les prochaines années là. Donc voilà, je crois qu'on n'a pas trop de détails sur comment ça va se passer exactement, mais bah, j'ai hâte de voir la suite quand même. Hein. Ils ont donné juste ce qu'il fallait en termes de teasing pour que ça me hype quand même un peu. Voilà, même si sur certains points je suis légèrement déçu, c'est peut-être moi qui ai trop digué au fait et qui avait déjà trop d'infos quoi. D'ailleurs là on peut voir une carte qui avait déjà leak, c'est le Snapcaster dont on parlait il y a quelques minutes, mais dans sa version rouge, qui est le Stingcaster Mage, une 2-1 pour 2, et quand il arrive sur le champ de bataille, on va cibler un sorcery ou un instant dans notre cimetière, et il va gagner le flashback, et son coup de flashback est égal à son coup de mana. C'est littéralement le Snapcaster Mage. Enfin, le Snapcaster Mage aussi, ce qui faisait sa force, c'est qu'il avait le flash. Lui, il a la célérité. Forcément, il est rouge, donc il y a le petit twist qui va avec le color swap. Et en plus, très franchement, je trouve que le Snapcaster avait un peu plus de flow dans son délire un petit peu steampunk, chasseur d'éther, je sais pas, il avait du flow. Là, je trouve que son antagoniste rouge, on dirait les punk fashion londoniens là, qui s'achètent des fringues beaucoup trop chères pour des punks. Bref, je sais pas si vous voyez le look dont je parle. Ça voilà, je sais pas si c'est le côté cringe de Wizard. Hey, regardez les jeunes, on s'intéresse à votre culture, vous avez vu, on a fait un punk sur une carte Magic. Bah, Snapcaster avait quand même un peu plus de flow, je trouve. Après, la carte en soi, avec ce nouveau traitement là, justement, le mirror... Ouais, voilà, ils appellent ça le Faced Foil Shattered Mirror. Bon, ça, je pense qu'en vrai, ça aura de la gueule. Je pense que la carte sera jolie, quand même, quoi qu'il arrive, dans cette version. Bon, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur ce qu'on a eu comme info sur Réalité Fracturée, et on va aborder très brièvement le set Marvel Super Heroes. Alors, comme je disais, pour l'instant, en termes d'illustration et de ce qu'on a vu, je trouve ça un peu plus joli que Spider-Man. Je trouve que les illustrations sont plus travaillées, ils ont fait appel à des artistes que je trouve quand même un peu plus doués, selon mes goûts. Il y a plein de cartes qui ressemblent pour le coup à des cartes Magic, et notamment on a eu une nouvelle carte, The Vision, donc, qui est une créature artefact, légendaire, robot, héros, 2-5, vol, vigilance pour 4. Alors la carte fait pas mal de trucs, mais en soi c'est pas forcément ses effets qui m'intéressent. Là, je voulais m'attarder sur le visuel, que je trouve super joli, et qui fait vraiment carte Magic. Comme quoi, on peut vraiment mélanger l'univers des comics et l'univers de Magic, et visuellement, donner quelque chose de joli. Là, pour le coup, franchement, s'il n'y avait pas la cape et la tenue un peu moulante, bah, tu me dis que ça c'est une carte Magic sortie au début des années 2000, je fais bah oui, complètement, ça me paraît logique. Alors, il y a des trucs que je trouve quand même encore pas très jojo, comme la saga, là, par exemple, The Coming of Galactus. Bon, ça, l'illustration, moi, c'est non. Mais là, de ce qu'on a globalement, même si on est loin d'avoir tout le set révélé, et qui sera un vrai set pour le coup, hein, parce que The Vision, on voit, il est 255e en numéro de collection, donc ça veut dire que ce sera pas un mini-set à la Spider-Man, on aura un vrai gros set. Je pense qu'on aura un vrai pêle-mêle de style et d'influence, et moi, ça va me parler peut-être un peu plus. Alors je dis ça, ça se trouve, quand ça va sortir, je vais trouver ça horrible et je vais détester, mais pour l'instant, de ce qu'on a là, voilà, je suis pas horrifié, comme quand on a eu le reveal des cartes Spider-Man, quoi. Peut-être même qu'on aura un set qui fonctionne en termes de mécanique, avec un vrai limité, avec des cartes qu'on a envie de jouer, ce qui pour le coup n'a pas été trop le cas de Spider-Man, même si, voilà, caché dans la cuisine par exemple, je l'ai rentré dans presque tous mes decks bleus, il y a quand même des choses voilà, qui sont jouables, mais quand je dois rentrer une carte Spider-Man, voilà, je grince un peu des dents. Évidemment, on a la deuxième stone, la Mind Stone, donc ça c'est un call qui avait été fait par tout le monde depuis longtemps. On aura une stone par extension. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il nous reste 4 ans de set Marvel à se bouffer ? Et bah peut-être, parce qu'on avait eu la pierre noire pour Spider-Man. Donc techniquement, ça veut dire qu'il reste 4 sets, et donc 4 années à se bouffer du Marvel, les amis. D'ailleurs, c'est marrant qu'ils aient fait The Mind Stone, parce qu'il y a la carte Mind Stone, hein, qui est un petit caillou assez classique de Magic. Bon, ils ont rajouté The devant. De toute façon, c'est comme ça qu'elle s'appelle, hein, donc ils étaient obligés de la sortir sous ce nom-là. Wizard a annoncé également la sortie de 5 decks Commander pour les débutants, sous le nom de Fondation. Hein. Donc Fondation, c'est ce produit qu'a créé Wizard justement pour appâter les nouveaux joueurs, qui est un peu l'équivalent des
des produits beginners qu'on avait quand moi j'ai commencé Magic, ou même des corsets, pourquoi pas, ça ressemble aussi un petit peu à ce qu'on avait avec les corsets. Donc là ils vont faire un produit Commander exprès justement pour les gens qui commencent ou qui veulent commencer le DH. Pourquoi pas avoir les listes, je pense que s'ils le sortent, c'est qu'il y a une étude de marché qui a fait que justement peut-être ils avaient besoin de sortir ça. C'est peut-être pas un truc qui me concernera et qui vous concernera, mais si ça peut ramener des nouvelles personnes dans la secte, pourquoi pas. Et écoutez, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, moi, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Voilà, encore une fois, globalement, je suis assez enthousiaste par rapport à ce que j'ai vu. Pas trop de surprises avec Réalité Fracturée, même si ça me hype quand même pas mal. Je suis à fond sur le Hobbit, voilà. Je trouve qu'ils sont vraiment pas foutus de notre gueule. Et le problème avec Wizard récemment, c'est que, on sait pas trop sur quel pied danser, donc on aurait pu être déçu. Et là, c'est pas du tout le cas. Franchement, je trouve ça magnifique. J'ai envie de posséder les cartes, j'ai envie de les jouer, donc tout va bien. Et Marvel Super Heroes, pour l'instant, je ne suis pas dégoûté. Voilà, je ne rejette pas le set en bloc comme j'ai pu le faire, même si j'ai un peu mis d'eau dans mon vin par la suite avec Spider-Man. Donc je reste curieux, mon esprit reste ouvert en ce qui concerne Marvel Cross Magic. On attend de voir la suite, hein. Peut-être que ça va être horrible et que finalement je vais détester, mais pour l'instant... Voilà, je leur laisse le bénéfice du doute. J'ai été un petit peu bavard, n'hésitez pas vous aussi à me donner votre avis en commentaire. Vous savez que j'adore ce genre de discussion. Je suis toujours très curieux de savoir ce que Wizards nous réserve pour la suite et d'en discuter avec tout le monde. Comme d'habitude, je compte sur vous pour soutenir la chaîne en devenant membre, en boostant la vidéo sur votre téléphone, en likant, etc. Voilà, vous savez que l'algo est très sévère en ce moment avec les créateurs de contenu, donc si vous aimez mon taf, vous savez comment m'aider un petit peu. Je vous fais des gros bisous, à très vite.